Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, vous allez tout savoir ou presque sur les enlèvements internationaux d'enfants. C'est toujours un drame qui se produit parfois quand un couple binational se sépare. Et pour en parler, j'ai le privilège et le plaisir d'accueillir aujourd'hui un juge de la Cour d'appel de la Sarre. Mallory Felker, bonjour. Bonjour. Et c'est vrai qu'en tant que juge à la Chambre de la famille, vous allez pouvoir tout à l'heure faire le point sur ces enlèvements internationaux d'enfants. Mais on va commencer cette émission avec l'actu et en premier lieu le résumé de l'info du secteur en 60 secondes. Malaise et collision frontale. Il a fallu découper le toit de la voiture. C'est un malaise qui serait la cause de l'accident. Une automobiliste de 56 ans, originaire de Petit-Ré-d'Erchin, s'est déportée sur la voie de gauche. Elle a heurté frontalement un camion venant en sens inverse. Les secours ont extrait de l'amas de tôle la victime qui souffre de fractures. Vive le carnaval 2018, les couples princiers sont intronisés. La tradition perdure et le temps était venu pour la société carnavalesque d'officialiser les figures de la nouvelle saison. Chez les grands, ce sera Laure Première et Maxence Premier. Du côté du mini-couple, Inès Première donnera le bras à Théan Premier. La Kapenzitzung aura lieu le 27 janvier, la cavalcade le 4 février. Primé pour avoir contribué à effacer pas à pas les frontières. Roland Roth, président de l'Eurodistrict et plusieurs autres élus, dont la maire de Sarrebruck, ont remis médailles et livres à 7 lauréats du prix de la coopération transfrontalière. Cette deuxième édition met en lumière des actions menées et notamment celle de Bruno Nice de l'Office du tourisme. Noël approche et la fébrilité d'avant les fêtes s'installe. À Sarreguemines, la patinoire est installée, les chalets investissent la place centrale et les rues sont enguirlandées. Pour l'instant, tout est en attente. La ville brillera de ses 1000 lumières à partir du 25 novembre, le jour de l'ouverture du marché de Noël. Le diabète, une maladie insidieuse qu'il vaut mieux prévenir. À l'occasion de la journée mondiale du diabète, l'hôpital Robert Pax a informé et proposé des dépistages. Plus de 4 millions de personnes sont atteintes en France et souvent ne le savent pas. La maladie ne fait pas mal mais peut entraîner des complications pouvant aller jusqu'à une amputation. Et concernant le temps, voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain on continue sur la même lancée avec toujours un épais brouillard le matin qui rend les conditions de circulation difficiles. La météo n'évolue pas beaucoup l'après-midi avec un ciel toujours très nuageux. Les températures minimales devraient être un peu moins fraîches que la veille avec de 0 à 1 degré. Les maximales atteindront péniblement les 5 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 16 novembre et nous fêtons les Marguerites. Le soleil nous accompagnera de 7h44 à 16h49. Passez une bonne journée sur Mosaïque. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Nous sommes au cœur de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Pour l'occasion, Mosaïque est allé à la rencontre de l'une d'entre elles, mise en disponibilité par l'entreprise adaptée de Sarreguemines chez Continental. Voici son portrait. Assis à son bureau, rien ne démarque Eric Magnani de ses collègues. De 6 à 13 heures, il saisit informatiquement la production, les entrées et les sorties des ouvriers de l'usine Continental. Pourtant, contrairement aux autres personnes de son service, lui n'est pas employé de l'usine. Il est mis à disposition par l'entreprise adaptée du secteur de Sarreguemines, une distinction qui n'impacte en rien son travail. Le travail que je fais, ça ne change rien. Je suis assis sur une chaise, je fais le même travail que les autres. Donc, après, tout ce qui change, c'est quand j'arrive le matin et quand je pars le soir. Je marche moins bien qu'eux. Après, mes questions de travail, c'est pareil.
Donc là-dessus, quand je suis au travail, il n'y a rien qui change par rapport à mes collègues. La vie d'Éric Magnani s'est vue bouleversée le jour où un accident de la route lui a fait perdre une jambe et grandement l'usage de la seconde. Incapable de poursuivre son ancien emploi, il est resté longtemps sans trouver de travail jusqu'à être contacté par Vincent Grasso, le gérant adjoint de l'entreprise Adapté. Ça date, ça fait plus de 15 ans maintenant. Ouais. En fait, c'était un poste de saisie informatique. Et je me souviens avoir vu le CV de M. Magnani qui ne correspondait pas forcément, mais sa passion, c'était l'informatique, de mémoire. Et donc on s'est dit, c'est déjà quelque chose de positif. Et on a fait des essais, et puis c'était concluant. Très très rapidement, on s'est rendu compte qu'il était adapté à ce poste, quoi. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il est là depuis un certain nombre d'années, quoi. Et puis il s'est très très bien intégré à la société. Preuve de son intégration, il est aussi devenu délégué du personnel dans l'entreprise Adapté. Mais son travail, c'est bien à la Continentale qu'il l'effectue, et pour lui, c'est plus qu'une simple saisie de chiffres. Quand je suis arrivé là, j'avais des appréhensions. C'était la première fois que je me retrouvais depuis, je sais pas, presque 15 ans, avec du monde autour. Quand on reste à la maison, on est enfermé en soi-même. On ne voit pas de monde ni rien, on ne parle pas beaucoup. Alors après, de travailler, on est plus libéré. Moi, je trouve qu'on est beaucoup plus libéré, quoi. Un homme libéré donc, mais aussi un travailleur efficace et qui aime son métier. Bref, un employé heureux et apprécié de ses collègues, un travailleur comme un autre. L'emploi des personnes handicapées, c'est au cœur des préoccupations de l'entreprise Adapté. Jean-Luc Lotz en est le gérant. Il a répondu aux questions de Thomas Drouin. Donc là, on ressort d'une entreprise donc continentale où ça se passe très bien avec l'intégration d'un travailleur handicapé sur un poste adapté. Est-ce que ça se passe toujours ainsi ? Oui, je veux dire, ça se passe. Bien sûr, ça se passe pas toujours ainsi. Là, effectivement, on a des exemples parce que il y a de l'expérience derrière tout ça. C'est donc une entreprise qui existe donc depuis un certain nombre d'années et qu'on a fondée, créée avec un partenariat très étroit avec l'entreprise Continentale. Ce qui fait que maintenant, effectivement, c'est des choses qui sont rodées et ça se passe très très bien. Et les salariés de l'entreprise Adaptée sont très bien intégrés dans le contexte de Continental. Mais alors, dans une autre entreprise qui n'aurait pas l'habitude d'accueillir des travailleurs handicapés, est-ce que c'est simple de mettre en place ce type de poste ? C'est jamais simple parce que le handicap fait encore peur. Je ne parle pas du handicap physique, effectivement, où il suffit, entre guillemets, d'adapter le poste de travail. Mais bon, le handicap psychique ou le handicap mental est encore quelque chose qui fait peur. Donc, effectivement, l'approche de l'entreprise doit se faire avec beaucoup de doigté, etc. Mais bon, la preuve en est que c'est possible. Économiquement parlant, est-ce qu'on est soutenu quand on crée ce type de poste ? Alors, économiquement, en ce qui concerne l'entreprise Adaptée, effectivement, il y a ce qu'on appelle l'aide au poste, qui est versé par l'État. Ça représente 21% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais donc, ce qui veut dire que 79% doit être produit par l'entreprise Adaptée. Et les différents calculs qui ont pu être faits démontrent clairement qu'une personne handicapée qui travaille en entreprise adaptée génère de la plus-value sociale, en tout cas, et n'est pas à la charge de l'État, quoi. Est-ce que c'est toujours dans l'air du temps, justement, de soutenir ce type de poste, hein ? Malheureusement, non. Je veux dire, actuellement le développement des entreprises adaptées et des ESAT est complètement gelé puisqu'il n'y a plus aucune création de place. En ESAT depuis quelques années, en entreprise adaptée depuis cette année. Le gouvernement précédent avait promis, on a même conclu un contrat pluriannuel sur 5 années de création de 1000 places par an. Que le gouvernement actuel a complètement gelé. Donc actuellement, on est en stand-by, on est en attente. Alors que, comme on peut l'entendre actuellement sur les ondes, c'est qu'on a 50% de personnes handicapées, il y a 50% de personnes handicapées de plus que de personnes handicapées qui sont au chômage, quoi. Voilà. Et pour finir, une entreprise qui serait intéressée à intégrer un travailleur handicapé dans son sein, elle fait comment pour venir vous voir ? C'est tout à fait simple, ils prennent contact avec nous et puis nous on étudiera avec eux comment est-ce qu'on pourrait effectivement intégrer un poste pour une personne handicapée, quoi. Ce sera en fonction effectivement d'une part des besoins de l'entreprise et puis d'autre part effectivement en fonction des gens qui sont sur liste d'attente chez nous, quoi.
Focus maintenant sur une toute petite entreprise qui cartonne, les petits véganes ou des débuts prometteurs. L'entreprise saralbigeoise, créée en avril dernier, propose des spécialités fromagères à base végétale. Pour rappel, le végétalisme est un mode d'alimentation et un mode de vie. Ne pas consommer de produits animaux ou d'origine animale, mais aussi ne pas porter de laine et ne pas utiliser des produits cosmétiques testés sur les animaux. Yannick et Anne sont les fondateurs de l'entreprise Les Petits Véganes. Ils forment un tandem de choc. Lui gère la partie logistique et elle, les créations fromagères. Marie-Luf les a rencontrés. Yannick et Anne commercialisent leurs produits depuis seulement 3 semaines et ils sont déjà en rupture de stock. On est débordé en ce moment, on a de nombreuses commandes et du coup on essaie de faire un maximum pour les honorer au mieux. Donc voilà, on travaille sans relâche de façon à remplir les frigos dans les meilleurs délais. Pour répondre à la demande, pas le choix d'augmenter la cadence. 3200 fromages par mois, c'est l'objectif. Les produits à base végétale, on le vend en poupe et Anne est une végétalienne convaincue. Un jour, j'ai commandé un camembert sur Internet. Il venait des États-Unis. Il était vraiment excellent et ça m'a bluffé. En fait, il y avait un arrière-goût de camembert qu'on ne retrouvait pas forcément dans les autres fromages végétaux. D'abord pour sa consommation propre, elle se lance dans la fabrication de fromages végétaux. Bien qu'il soit vegan, les techniques de production sont les mêmes. Il y a la fermentation, l'affinage et le vieillissement. Elle embarque Yannick dans l'aventure. Il est déjà végétarien et à 27 ans commercial. Les techniques de gestion d'entreprise, de communication externe, de logistique et de management, il connaît. Il quitte son travail et ensemble, ils fondent leur entreprise, Les Petits Véganes. C'est énormément d'investissements, des centaines, voire des milliers d'heures de travail, que ce soit pour les travaux au niveau du laboratoire, que ce soit pour le site internet, que ce soit également pour trouver des partenaires, des fournisseurs, nos collaborateurs au niveau des analyses alimentaires, notre packaging, l'ensemble des moyens logistiques pour arriver à ce projet, à concrétiser ce projet. Si les fromages sont à base de noix de cajou, Anne réfléchit déjà à de nouvelles recettes, car elle connaît très bien le marché. Il existe déjà des producteurs de fromage vegan, mais les fromages à pâte persil, à croûte fleurie, c'est une première en France. La micro-entreprise vient d'être transformée en SAS. Prochain objectif, embaucher un ou une salariée. Celui-là, d'ici encore 1 ou 2 semaines, il aura bien vieilli et il aura un goût bien fort. Et le camembert, il est parfait. Je ne peux rien dire d'autre, il est parfait. Des acteurs du transfrontalier. 7 lauréats ont été mis à l'honneur lors de la remise du prix de la coopération transfrontalière, un événement organisé pour la 2e année par l'Eurodistrict. Uranie Tozic y a assisté. Ils sont tous bénévoles sans frontières. 7 acteurs de la coopération transfrontalière ont été mis à l'honneur par l'Eurodistrict. Ils œuvrent dans les domaines du sport, de la culture, du tourisme, de l'enseignement. Bruno Nice a été nommé par la Casque, ancien membre de la commission permanente de l'association Zukunftsar Moselle Avenir et ancien président de l'office de tourisme de Sarreguemines. Il a soutenu le développement de mesures touristiques transfrontalières. À travers ces 7 récompensés, l'Eurodistrict a voulu saluer les efforts de l'ensemble des bénévoles œuvrant dans la région. Et en cette année du 60e anniversaire du traité de Rome, ce prix de la coopération transfrontalière a une résonance toute particulière. Hier, vous avez pu voir sur Mosaïque des images des préparatifs pour le marché de Noël de Sarreguemines. Il est labellisé Noël de Moselle. Comme de nombreuses autres manifestations, il est soutenu par le conseil départemental de la Moselle. Le département a fait le point hier à Metz sur l'édition 2017 des Noëls de Moselle. Uranie Tozic a assisté à la conférence de presse. Depuis la mise en place du sapin devant le conseil départemental à Metz, un vent de fête se fait sentir. L'occasion de lancer la 6e édition des Noëls de Moselle. Cette année, l'objectif reste inchangé, faire du département une destination touristique phare en valorisant la qualité de l'accueil, des produits, du savoir-faire artisanal mais également de la gastronomie. C'est d'ailleurs autour d'un repas confectionné par le Bocuse d'Or France Mathieu Otto que les temps forts des festivités ont été présentés. Marché de Noël, spécialités culinaires, animation entre autres, autant d'événements renforçant l'unité des territoires mosellans. C'est aussi cultiver l'identité du territoire et je pense que c'est indispensable. C'est comme ça que nous réussirons le pari de cette compétition, de l'attractivité et donc de la place que doit tenir la Moselle
de par son histoire, mais également son ambition qu'on veut mettre au service de l'économie et de l'emploi. Nous souhaitons être complémentaires à Strasbourg pour armer la grande région sur son rayonnement au travers de ses festivités, et nous voulons devenir une destination. L'année dernière, c'était 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en hôtellerie, en restauration, en achat de produits manufacturés. Les Noëls de Moselle, c'est aussi une grosse campagne de publicité dans une centaine de métros parisiens, présentant les 5 gros événements du département. De quoi redorer l'image souvent négative de la Moselle-Est. Les marchés de Noël, que ce soit à Forbach, à Sarreguemines, que ce soit l'affluence qui est garantie sur le secteur de Beach avec Meisenthal, va permettre une affluence de touristes, de gens d'une part des Mosellans, on espère peut-être d'autres régions. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes sur une zone frontalière, que nos amis allemands sont friands aussi de quelques virées, on va dire, de l'autre côté de la frontière. Donc je pense que l'apport économique pour nos commerces, notamment d'ailleurs les centres-villes qui aujourd'hui, sur lesquels il faut porter une attention toute particulière, peuvent tirer dans ces belles périodes de Noël leur épingle du jeu en termes de dynamisme commercial. Le conseil départemental subventionne de nombreux événements sur tout le territoire à hauteur de 60 000 €, comme le marché du foie gras à Phalsbourg ou encore le centre de l'art verrier de Meisenthal, dont la nouvelle boule de Noël sera également vendue sur Metz. Départ des festivités le 25 novembre avec le festival de l'Avent à Forbach et le marché de Noël sur Sarreguemines. Très vite après Noël, il y aura Carnaval. La saison a été officiellement lancée à Sarreguemines avec la présentation hier soir du couple princier de Carnaval et du mini-couple. Les voici en images. Allez, hop, allez, hop. Laure première et Maxence premier, Inès première et Théane premier se jurent une fidélité carnavalesque sans faille pour le meilleur et pour le rire. Le mini-couple princier, Inès Brahim et Théane Mestieri, a été intronisé aux côtés de la princesse de carnaval Laure Moch, accompagnée de son prince Maxence Stoll. C'est un peu une consécration pour moi, j'ai déjà candidaté il y a quelques années. Bon, forcément c'est une place de prestige, donc il y a beaucoup de candidats. Je n'ai pas été retenu la première fois, je suis très heureux d'être retenu cette année et qui plus est en plus avec Laure, une amie de longue date de plus de 10 ans. C'est un bonheur. Comme Maxence, j'avais postulé plusieurs fois et plusieurs fois j'ai pas été acceptée. Mais là, maintenant, je suis acceptée, donc ouais, c'est une grande fierté. Le couronnement des couples princiers donne le coup d'envoi de la saison carnavalesque. Prochain événement dimanche matin, la Société carnavalesque de Sarreguemines organise sa 8e marche populaire Carnaval, ça marche. Toutes les infos sont sur le site internet carnavaldesarreguemines.com. Dans un instant, dossier spécial sur Mosaïque consacré aux enlèvements internationaux d'enfants. A tout de suite. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. Martine, t'as le garde-boue qui frotte. Qu'est-ce que tu dis? T'as le garde-boue qui frotte. Écoute, yo, j'entends rien avec ce garde-boue là qui frotte. Entendez la voix de la raison avec la passion de l'audition. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Le SFC joue son prochain match mercredi. Les faïenciers recevront les joueurs de Trémery. Pour les Bleus de Sébastien Meyer, c'est l'occasion de marquer des points. Votre soirée football, c'est mercredi à 20h30 en direct sur Mosaïque. En particulier dans notre région frontalière, on a tous déjà eu écho de divorces de couples franco-allemands qui ont mal tourné pour les enfants. Mallory Folker, vous êtes bien placée pour faire le point sur ce sujet parce que vous n'êtes pas seulement juge à la chambre de la famille de la Cour d'appel de la Sarre. En effet, j'ai au sein de cette Cour d'appel une compétence centralisée dans ma chambre qui juge les appels sur les jugements rendus
par les tribunaux de Sarre concernant les ordonnances de retour d'enfants vers le pays duquel ils ont été déplacés illégalement. Et en effet, au sein de cette Chambre, nous nous sommes mis d'accord que tous ces dossiers, ce serait moi, le rapporteur. D'accord, donc vous êtes vraiment le spécialiste, vous allez pouvoir tout nous expliquer. Concrètement, on parle en fait d'enfants, mettons un enfant qui a été emmené par son propre parent à l'étranger, sans l'accord évidemment de l'autre parent qui est pourtant détenteur lui aussi de l'autorité parentale. Alors c'est ça qu'on appelle un enlèvement international et qui fait que l'enfant devient l'otage, consentant ou non d'ailleurs, de l'un de ses parents. Des cas, je suppose, toujours tragiques. Très douloureux, oui. Très douloureux, et souvent l'enfant en est la victime, en effet. Alors, depuis le 25 octobre 1980, il existe la Convention de La Haye sur les aspects civils des enlèvements internationaux d'enfants. Quels sont les chiffres concernant ces enlèvements internationaux, par exemple, entre la France et l'Allemagne ? Alors, c'est un peu compliqué à chiffrer. Le chiffre ne peut jamais être fiable parce qu'il y a, pour les demandes de retour, différentes façons de procéder. Les deux principales, c'est une requête directe au tribunal du pays vers lequel l'enfant a été déplacé, donc dans le cas d'exemple, un tribunal allemand. L'autre voie, c'est de passer par les autorités centrales de chaque État, c'est-à-dire vous vous adressez à l'autorité centrale française, qui est au ministère de la Justice, et qui prendra attache avec l'autorité centrale allemande, qui est à Bonn, et qui saisira après cette autorité centrale allemande, le tribunal compétent en Allemagne. Pour cette dernière solution, je peux vous donner des chiffres. En effet, il n'y a eu qu'une poignée finalement de cas qui ont été engagés par l'autorité centrale en Allemagne en 2016. Mais sachez qu'il y a certainement un multiple de ces cas engagés directement par des avocats allemands pour des clients français en Allemagne. Et dans ma chambre, les cas que j'ai eus les dernières années, je dirais au moins la moitié a été engagée directement. Alors ces procédures, c'est pour récupérer l'enfant, entre guillemets, le rapatrier dans son pays d'origine. Mais que risque un parent qui a enlevé son enfant? Est-ce qu'il y a des peines qui sont prononcées? Est-ce qu'il y a réellement des peines qui sont exécutées? Alors la théorie est qu'en France, il y a un article du Code pénal qui punit d'un emprisonnement de 3 ans jusqu'à 3 ans et de 45 000 € d'amende un tel enlèvement vers l'étranger. En Allemagne, un enfant qui serait enlevé vers la France, par exemple, risquerait 5 ans de prison ou une amende également. Donc les peines théoriques sont lourdes. En pratique, ce sont des peines rarement prononcées et très rarement des peines vraiment très importantes, ayant conscience quand même que pour l'enfant, la voie pénale est rarement le moyen de choix. Il y a de meilleurs moyens que la voie pénale. Elle peut parfois être utile pour les Français en France, pour localiser l'enfant lorsqu'on ne le trouve pas. En Allemagne, on peut même localiser l'enfant au sein de la procédure civile. On n'a pas besoin de passer par le pénal. D'accord, donc effectivement des précisions qui varient aussi selon les pays et aussi bien selon le pays d'origine que le pays dans lequel a été emmené l'enfant. Exactement. Alors, si on ne veut pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la justice, un parent par exemple qui souhaite déménager à l'étranger, est-ce qu'il peut légalement emmener l'enfant ? Alors pour les Français, il est important de savoir, contrairement à peut-être une idée reçue, qu'il ne suffit pas d'avoir la résidence de l'enfant. Lorsque l'autorité parentale est conjointe, et en France c'est très très souvent le cas, à ce moment-là, même si on dispose de la résidence de l'enfant, que ce soit par un accord entre les parents ou par voie de décision judiciaire, on doit demander en effet l'autorisation de sortir du territoire avec l'enfant, de déménager par exemple, dans notre cas, vers l'Allemagne. C'est en effet une demande qu'on peut poser à l'autre parent. S'il est d'accord, et s'il le fait par écrit, c'est bien mieux, n'est-ce pas? S'il est d'accord, ça se passe très bien. S'il n'est pas d'accord, le parent qui voudrait déménager vers l'Allemagne doit saisir le juge aux affaires familiales compétent qui, à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant, décidera d'autoriser ou non ce déménagement. Et donc dans le cas d'un couple, d'un ex-couple qui vit en France et où l'un des deux veut partir vers l'Allemagne, il doit saisir du côté français. Il doit saisir du côté français, exactement, parce que c'est un grand principe de tous les instruments internationaux en matière de droits de l'enfant que de donner compétence principale
aux tribunaux du pays dans lequel l'enfant réside habituellement. Avant d'avoir été éventuellement enlevé. Exactement, et je compléterai d'ailleurs en disant que c'est aussi normal que ce soit les tribunaux du pays où vit l'enfant habituellement qui décident de son sort, parce que c'est bien ce pays et les institutions de ce pays qui connaissent le mieux l'environnement de l'enfant et ce qui peut lui être profitable. Alors, on vient de parler du cas où l'un des parents voudrait déménager à l'étranger. Si au contraire, c'est le parent du pays, par exemple, dans cet exemple d'un ancien couple français-allemand qui se sont séparés, le parent français a peur que le parent allemand emmène l'enfant en Allemagne. Est-ce qu'il peut prendre les devants? Est-ce qu'il doit prendre les devants? Alors, il peut, et si vraiment la menace est imminente, en effet, il devrait prendre les devants. Donc, dans ce cas, il a deux possibilités. Il y a une procédure d'urgence préfectorale où il demande au préfet une opposition de sortie du territoire concernant cet enfant qui est valable 15 jours, non renouvelable. Ce qui veut dire aussi que, puisqu'au bout de 15 jours, il n'y a plus rien, il faut absolument introduire, en général par voie de référé, c'est mieux, une demande d'interdiction de sortie de territoire déposée au juge aux affaires familiales à nouveau, qui pourra, en envisageant justement l'intérêt de l'enfant et le risque d'enlèvement, qui pourra ordonner une interdiction de sortie du territoire. Alors ça marche quand il s'agit de prendre l'avion, mais là on vit en Europe, il n'y a plus de frontières, il n'y a pas de douanier, personne ne vérifie. Exactement, excellente remarque, et c'est pour ça que tous ces instruments sont bien beaux, mais il faut un instrument efficace qui lutte contre un enlèvement qui a déjà eu lieu et qui arrive à justement un retour de l'enfant vers son pays de sa résidence habituelle, pour bien pouvoir après aller au fond de la question et voir quel parent est plus apte finalement à avoir, entre autres, la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement. Alors justement, si l'enlèvement a eu lieu, comment, dans quel cas peut-on recourir à la Convention de La Haye? Alors, avant de recourir à la Convention de La Haye, je voudrais quand même aussi parler d'un autre instrument qui peut d'ailleurs être introduit en parallèle, c'est la médiation. Parce que dans ces dossiers-là, très douloureux, faire une action, c'est nécessaire, il faut la faire vite, il faut absolument lutter contre les états de fait qui nuisent à l'enfant et qui installent des situations après intolérables et difficiles à détricoter. Mais la médiation peut être un instrument en parallèle si elle est faite vite par des spécialistes, et ça existe, d'enlèvements internationaux d'enfants, des médiateurs spécialisés, peut aboutir à des solutions à l'amiable. Et d'ailleurs, il y a pas mal de dossiers qui, soit par médiation, soit par finalement l'intervention des autorités centrales, arrivent à ce qu'une restitution amiable de l'enfant soit effectuée, ou alors que le parent qui est resté au pays à qui l'enfant a été enlevé dise « Ok, je comprends, il vaut mieux que tu déménages, mais je veux un droit d'hébergement et de visite, et on se met d'accord là-dessus, et l'enfant reste au pays. » Ça sont des voies amiables. Pour ces voies amiables, pour juste citer un exemple particulièrement parlant, il y a le International Social Service, donc le service social international en Allemagne, qui a justement accès à des médiateurs spécialisés, et les collaborateurs de cette institution sont d'ailleurs francophones. Donc on peut aussi, en tant que Français, très bien appeler les bureaux du service social international pour être informé aussi quoi faire dans ces situations-là. Alors sur le principe, ça a l'air génial, mais a priori, ça ne fonctionne pas toujours. La preuve, c'est qu'on en a besoin de la Convention de La Haye. La preuve, les juges sont là. In fine, ils sont là. Alors du coup, ça fonctionne comment et est-ce qu'elle est suffisante, cette convention? Est-ce que ça permet réellement de résoudre tous les cas? Alors, en théorie, ça permet de les résoudre. C'est une convention qui finalement prévoit un traitement d'urgence de ces questions-là. À chaque instance, donc au tribunal et à la cour d'appel, normalement, nous n'avons au maximum 6 semaines pour juger de l'affaire. Et c'est une procédure qui donne la possibilité d'obtenir le retour de l'enfant vers son pays d'origine par voie civile. Donc on est condamné à retourner au pays avec son enfant. Et cette décision, bien sûr, peut être exécutée, si nécessaire aussi, par des voies contraignantes.
D'accord. Alors, c'est une convention qui a été mise en place donc en 1980, qui est ratifiée par de plus en plus de pays, parce que tous ne l'ont pas signée dès le début. À l'heure où je vous parle. Voilà. Alors, parmi ceux qui l'ont ratifiée tout récemment, il y en a 2 qui sont particulièrement importants pour la France. Il y a le Maroc en 2010 et puis la Tunisie le mois dernier. D'ailleurs, on ne la voit pas encore sur la carte parce qu'en fait, la Convention n'est pas encore entrée en application, elle n'est pas encore effective. Mais on l'a vu sur la carte, il y a quand même un bémol. Il reste plein de blancs là dans le monde. Il y a beaucoup de pays encore qui n'ont pas ratifié. Alors du coup, quand un enfant est enlevé vers l'un de ces pays, on fait quoi ? Alors, il y a 2 possibilités à ce moment-là, où il faut distinguer 2 cas. En l'absence d'applicabilité de la Convention de La Haye, il y a, avec certains États, la France a des conventions bilatérales. Je pense par exemple à la Convention franco-algérienne. En l'absence de telles conventions qui prévoient également des mécanismes pour que l'enfant puisse retourner dans son pays d'origine, en l'absence de telles conventions, et vous avez très justement souligné les blancheurs sur la carte, vous verrez surtout sur le continent africain aussi, et dans des États en Asie, dans des États en effet où aussi culturellement nous avons certainement peut-être plus de différences que par rapport à des États au centre de l'Europe. Donc dans ces cas-là, à ce moment-là, il reste en effet que l'obtention d'une décision dans le pays d'origine de l'enfant, mais qui souvent ne sera pas exécutée dans le pays requis, donc le pays africain ou en Asie. L'autre voie, c'est la voie diplomatique, mais là encore, je n'ai pas besoin d'expliciter pourquoi. C'est très long et très très peu couronné de succès. C'est pour ça d'ailleurs, je me réjouis d'être là aujourd'hui. Il est majeur, il peut revenir de lui-même. C'est ça, exactement. Je me réjouis d'autant plus d'être chez vous aujourd'hui parce que ça me permet de faire carrément la promotion de cette Convention de La Haye de 1980, qui vraiment est un instrument qui aide beaucoup quand même dans ces situations-là. Est-ce que la Convention de La Haye prend tout en compte ? Je pense à l'enfant, parce que si on reprend l'exemple dont on parlait tout à l'heure, un couple qui s'est séparé, un parent français, un parent allemand, et ils vivent en France, mais tout d'un coup, le parent allemand décide d'emmener l'enfant en Allemagne. Le parent français va exiger le retour de l'enfant, mais l'enfant, est-ce qu'on lui demande ce qu'il veut ? Est-ce que l'enfant, à un moment, peut dire « Ben non, moi, ça me plaît là-même, moi, j'ai envie d'habiter avec ce parent-là et en Allemagne ». Alors, il y a 2 exceptions principales au retour, si on part du principe que le déplacement ait été illicite. Nous parlons toujours d'un déplacement illégal. À ce moment-là, le parent qui a enlevé l'enfant vers l'Allemagne peut opposer à la demande de retour 2 exceptions principales. L'une, c'est de dire que le retour mettrait l'enfant dans un danger grave de risque psychique ou physique. Ce sont des cas extrêmement rares et qui sont interprétés extrêmement strictement par les tribunaux. C'est très rarement accordé. L'autre exception, c'est en effet une opposition d'un enfant qui a l'âge et la maturité nécessaires pour voir de quoi on parle. Et par contre, là encore, le magistrat s'efforcera de voir si cette opposition est bien motivée et surtout intrinsèque. Oui, s'il n'a pas été Parce influencé que, par le parent. la manipulation, forcément, va être opposée immédiatement. D'où d'ailleurs l'intérêt, et c'est le cas en France comme en Allemagne, d'avoir des juges hautement spécialisés. En France comme en Allemagne, il n'y a au niveau d'instance, d'accord, donc en première instance, où on pose la première demande, il n'y a que le tribunal qui est dans la même ville où siège la cour d'appel, qui est compétent pour tout le ressort de la cour d'appel. Donc, en Sarre, c'est le tribunal d'instance de Sarrebruck qui traite les dossiers de retour. Et dans les cours d'appel, il y a un fort encouragement, et pas mal de cours d'appel, on en fait usage, nous aussi, de centraliser ces litiges dans une seule chambre. L'autre point majeur à ce qu'il faut souligner, c'est la formation des magistrats. Et c'est pour ça que moi-même, je contribue à des formations pour des magistrats, justement, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, en Albanie, où je suis allé pour finalement partager ma pratique de juge de retour avec des collègues qui n'ont peut-être pas encore l'expérience, étant donné que la convention chez eux s'applique depuis bien moins longtemps.
Alors, ceci dit, les juges allemands n'ont pas forcément bonne réputation dans la population française. Alors, rumeur ou idée fausse, mais on entend souvent que le droit allemand privilégierait en fait le parent allemand, et ce, quel que soit le lieu de résidence de l'enfant qui a été décidé lors du divorce prononcé hors d'Allemagne. Est-ce que c'est vrai ? Alors, je vais dire non tout de suite, bien sûr. Hein, et bon, moi, il y a des différences culturelles entre la France et l'Allemagne. Je suis assez bien placé pour en parler, je suis franco-allemand. Et nos droits de famille respectifs ne sont pas les mêmes non plus, mais très proches. Après, un juge de retour ne jugera jamais en fonction de tels présupposés culturels, puisque la loi lui dit comment juger cette affaire. Donc, il y a 15 ans, votre remarque, j'aurais hésité à dire non. En effet, et j'étais déjà juge du retour à cette époque-là. Mais les rumeurs, ça persiste longtemps. Alors, ça a pris le temps, et il y a plusieurs facteurs qui ont joué pour ça. Le premier, c'est que depuis le 1er mars 2005, il y a le règlement Bruxelles 2 bis, qui est un règlement européen, qui a instauré pour quasiment tous les États de l'Union européenne un renforcement du mécanisme de retour. Maintenant, même si je pense qu'il y a un danger grave pour l'enfant, psychique, de retourner au pays, je dois ordonner le retour après m'être assuré que dans le pays d'origine, à ce risque grave sera pallié par les institutions. D'accord. Et l'autre point à ce sujet, c'est que pendant ma procédure de retour en Allemagne, pour rester dans notre cas d'exemple, le juge français peut parfaitement décider du fond de l'affaire. S'il rend une décision lui-même d'attribuer aux parents laissés derrière, aux parents français, finalement la garde de l'enfant, à ce moment-là, sa décision s'imposera en Allemagne, même si je rends une décision de non-retour. Et je devrais exécuter la décision du juge français. Donc on peut avoir confiance en la justice. Ceci dit, est-ce qu'on a forcément confiance envers son partenaire quand on se met en couple et qu'on décide d'avoir des enfants? Si le partenaire est d'une autre nationalité, est-ce qu'on doit avoir peur? Quels sont vos conseils? Alors, peur certainement pas, ce serait passer à côté d'une merveilleuse aventure. Moi, je suis moi-même père de 3 enfants franco-allemands avec ma femme française, moi je suis franco-allemand. Et j'ai trouvé ça toujours d'une extrême richesse, autant des échanges dans le couple que des échanges dans la famille, puisque les enfants participent de plus en plus maintenant à ces discussions et ces échanges. D'autre part, ça fait quand même maintenant 15 ans que je me suis vraiment spécialisé dans ces questions. Je les ai traitées au tribunal d'instance, à la cour d'appel et même pendant 2 ans et demi à la cour fédérale constitutionnelle, donc en toute dernière instance de recours imaginable. Donc je pense pouvoir dire que le risque résiduel est mineur de subir un enlèvement. C'est quand même très rare. Et encore plus rare de devoir passer par cette procédure pour récupérer les enfants. Je parle de la France et de l'Allemagne. Je ne parle pas forcément de tous les pays du monde. Mais entre la France et l'Allemagne, ça va bien, ça va mieux, et de mieux en mieux, sachant qu'en plus, j'ajouterai juste ceci comme clin d'œil, étant donné que les problèmes à l'époque venaient surtout de l'Office de la jeunesse, un organisme un peu décrié en France parfois, le Jugendamt. Depuis maintenant 8 ans, c'est moi, en Sarre, qui forme les gens qui après travaillent dans les Jugendamt lors de leurs études à la fac en droit de la famille. Donc vous pensez bien que je leur parle avec beaucoup d'insistance de l'importance que l'enfant retourne à son pays d'origine. Conseil, vous me demandez un conseil. Je voudrais finir finalement sur le conseil d'agir vite. Il est excessivement important dans ces dossiers d'agir vite. La rapidité, c'est le facteur clé. Plus on laisse l'enfant parti dans l'autre pays sans agir, plus on utilise le délai d'1 an, qui est le délai maximal pour faire une demande de retour. Après, c'est plus compliqué. Donc plus on laisse s'installer cette situation, plus pour l'enfant, un retour ordonné, après souvent par voie d'exécution, sera vécu douloureusement et pourra être traumatique. C'est évident. Et il y a en Allemagne une phrase que je pourrais citer à ce sujet. On dit « Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende ». Donc pour les spectateurs non germanophones, donc mieux vaut finalement une fin effrayante qu'une frayeur sans fin. C'est bien.
C'est tellement vrai. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça, de nous avoir prodigué vos conseils. Un énorme merci. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.